Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu du soir sur Radio J, le débrief de l'Olympico avec une victoire étincelante hier soir de l'OM de 2-0 en toute fin de match. Pourquoi ça marche ? On posera la question à nos chroniqueurs et à notre invité du soir. On reviendra également sur les difficultés du moment des Lyonnais. Pierre Sage peut-il à court terme être menacé ? Et puis on dira également un mot de la dernière sortie d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur Kylian Mbappé et sur le petit coup de mou de Bradley Barcola. Voilà le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Benjamin Krief est avec nous ce soir. Salut Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, comment vas-tu d'abord ? Excellent, écoute, ravi d'être là pour une nouvelle semaine de foot. Ton homme du week-end ? Mon homme du week-end, alors écoute, je vais prendre une image négative si tu me le permets. Je vais citer Mehdi Benassia et ça, je sais pas comment qualifier ça, mais sa sortie dans le couloir à la mi-temps. Voilà, je trouve que c'est des images. On y reviendra en première partie. Je pense que quand t'es un dirigeant de son niveau, que en ce moment t'as la hype, t'as choisi les bons joueurs, t'es classe, t'es beau gosse, t'es costard, cravate, les dents blanches, etc. Franchement, t'as pas grand chose à faire dans le vestiaire, à essayer de houspiller l'arbitre. Moi qui joue au foot amateur, tu le sais, depuis trop longtemps. Tu sais très bien que, voilà, je vais pas dire que les footballeurs professionnels, les dirigeants sont des vecteurs d'exemple, mais quand même, quand t'es dirigeant en D3 ou en D4 de district, malheureusement que tu vois des images comme ça à la télé, je crois que c'est vraiment pas beau. Et voilà, c'est tout. Il faut savoir se maîtriser quand t'es un dirigeant de ce niveau. Et on l'écoutera tout à l'heure. Bonsoir également Alexis Visan. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Ton flop du week-end ? Entre Lyon et Saint-Etienne, on va dire que toute la région Rhône-Alpes, c'est cata quoi. Ah, c'est vraiment tu pas un beau, joueur ou... Non mais là vraiment les deux clubs, je trouve que Saint-Etienne c'est dramatique en termes de performance. Lyon c'est très très décevant pour ne pas dire plus. Donc voilà, c'est les deux flops du week-end importants. 8-0, c'est quand même 6-0 à la mi-temps, jamais vu je crois même dans l'histoire de la Ligue 1. Notre invité ce soir est co-dirigeant de l'agence de joueurs Classico Sports Management. C'est sa première dans Classico. Bonsoir et bienvenue, Jonathan Membaron. Bonsoir Steve. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Votre image de la soirée d'hier soir au Groupama Stadium ? Alors c'était un match intense avec une fin de match surtout exceptionnelle et excitante. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend un petit peu plus du football français. On veut voir ce genre de match et on espère qu'on verra de plus en plus de belles affiches comme ça d'ici la fin de saison. Pour un agent, c'est important que ce type de match ait lieu et puisse améliorer l'image de la Ligue 1. Bien sûr, surtout qu'en ce moment on a besoin. L'image de la Ligue 1 est en berne. Vous le sentez sur le marché ? Tout à fait, clairement. Comment ? Les chiffres. C'est factuel. La différence qu'il y a eu entre le mercato 2023 et le mercato 2024 a été assez flagrant. Donc on le ressent énormément. Les clubs souffrent beaucoup. On n'en parle pas assez, mais les clubs souffrent énormément. Par exemple, je peux vous donner juste un exemple. Cette année, 4 clubs de Ligue 1 ont dépensé 0 € sur le marché. Notamment Montpellier, je crois. Montpellier, Angers, je vais vous citer, j'ai les clubs, mais 4 clubs ont dépensé 0 €. Ce qui est dramatique. Et donc pour des agents, c'est une période un peu compliquée à gérer. Évidemment, parce que surtout que les droits télé ont chuté, les clubs comptent énormément dessus, et étant donné qu'ils ont une manne financière qui est réduite, forcément pour nous, il y a moins de transferts, d'augmentation éventuelle de salaire. Moins d'augmentation de salaire, moins de mouvements, et ça a été le cas cette année. Lequel des joueurs présents hier soir sur la pelouse du Groupama Stadium vous a le plus impressionné ? Est-ce qu'il y en a un que vous auriez aimé signer ? Il y en a beaucoup. Après, il y a peut-être un pour lequel il y a un coup de cœur. J'ai bien aimé le but de Jonathan Rowe et son entrée. Il a apporté énormément de fougue. Je crois que c'est un sorte de Doku, Jérémy Doku. Ouais. Il a quelque chose, il apporte un truc. Tout le monde parle de Greenwood depuis le début de la saison, mais un joueur à suivre. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui viennent d'arriver qui viennent d'arriver en Ligue 1 qui pourraient facilement intégrer votre agence ou je sais qu'il y a pas mal de joueurs, c'est ce que nous avez dit votre associé Jonathan Marek, que vous avez suivi assez tôt dans leur parcours. Est-ce qu'il est facile de recruter dans son agence un joueur qui provient d'un autre championnat étranger, en l'occurrence de la Première Ligue ? Alors, c'est un grand débat. Les joueurs, quand ils arrivent avec forcément leur agent et ils arrivent avec leur ambition et plein de rêves et des étoiles dans la tête. Maintenant, évidemment, on est toujours à être à l'affût, toujours aux aguets, toujours essayer de repérer la petite pépite, repérer le joueur qui peut correspondre. On travaille beaucoup en amont dessus.
Mais alors, certes, notre cible numéro 1, c'est les joueurs qui sont en France. Ça, c'est évident. Les jeunes joueurs à fort potentiel, on les cible énormément. Mais bien évidemment, notre agence est ouverte à tout le monde et on a des joueurs français, étrangers. Voilà. Le message est passé, notamment pour Jonathan Rouet. On y reviendra tout à l'heure. Classico réalisé ce soir par Benjamin. Vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes YouTube X et Facebook. Vous pouvez également commenter nos contenus, notamment sur Instagram. Classico saison 5 épisode 123. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Un nouvel épisode de la Dolce Vita de Roberto De Zerbi et des Marseillais s'est écrit hier soir. Il fallait être au Groupama Stadium pour un Olympico entré dans l'histoire des affrontements entre les deux clubs. Un choc dont le sort s'est joué dans les dernières minutes avec un ultime but sublime de l'attaquant qui va bientôt rejoindre l'agence Classico, donc l'attaquant marseillais Jonathan Rouet. Vos impressions d'abord, messieurs, sur ce match passionnant de bout en bout. Et Benjamin, je pense que tu as un commentaire à faire peut-être sur cet hommage à Umberto Tozzi, peut-être. Non, je reconnais ton caractère très beau sur la musique, on peut le dire quand même à nos auditeurs. Non, sur le but d'Euro, il est extraordinaire. Mais je crois qu'on ne dit pas assez qu'il y a une grossière erreur de Péry. Sur la. On allait venir sur le match des gardiens. Ok, mais vraiment à la 80, t'es quoi, t'es 88e Non, ouais, pire. Enfin, vraiment, tu rates ton dégagement. Alors après, le but, il est extraordinaire. Mais pour un gardien qui vient d'arriver, qui doit faire ses preuves, qui remplace l'autre, qui a été plutôt bon, qui sort un arrêt incroyable en première mi-temps. On va venir tout à l'heure, si on peut laisser les gardiens. Simplement sur le but d'Euro, il est extraordinaire. Mais voilà, ça vient d'une grosse bévue. Pour un gardien qui vient de prendre la place de Lopez, qui était quand même un monument à Lyon, c'est une grosse bévue pour commencer. Sur le match, de manière plus générale, d'abord. Non, j'allais dire que c'est une grosse bévue, mais je trouve que justement, ce qui est beau dans ce but-là, c'est la mentalité de Rouet, parce que peu de joueurs font ça, et c'est la mentalité anglaise qui parfois manque en France. Et quand Jonathan parle du fait qu'on veut plus de matchs comme ça en Ligue 1, c'est parce que quand Lyon égalise, tu penses que c'est la mentalité française, c'est fini. Et t'as des mecs comme ça qui ont ce supplément d'âme pour faire ce que Rouet a fait. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on attend en Ligue 1. Et pour le match, pour revenir sur le match, en fait, tout le match, à partir du moment où il y a eu l'expulsion de Balerdi, donc dès le début, on sentait quand même que Marseille pouvait faire quelque chose. On savait pas s'ils allaient gagner ou pas, mais on sentait que Lyon était pas si serein, même s'ils ont essayé de s'appliquer, de faire les ordres, mais c'était très scolaire, en fait, j'ai envie de dire, Lyon. Et ça manquait, il y a eu la retournée sur la barre d'Orban qui est pas scolaire, mais à part ça, c'était très scolaire dans les attaques, dans la manière de contourner le mur, les 6 défenseurs marseillais. Et puis Marseille, dès qu'ils attaquaient, ça faisait mal. Donc c'était très intéressant comme match. Et à la fin, c'est le cœur qui a gagné, on peut le dire. Mais il faut le dire, pour moi, c'est une faute professionnelle de perdre ce match-là pour Lyon. Évidemment. C'est ce qu'a dit Cherki. J'ai à la fin du match Cherki, mais en tout cas, tu égalises à la dernière seconde et tu joues à 10 contre 11. Tu es en supériorité numérique depuis la 10e minute. Tu égalises derrière. Il n'y a aucun cas que tu puisses prendre un but comme ça. Et c'est une faute professionnelle. Et en fait, pour aller dans ton sens, quand tu vois même le deuxième but de Garcia, la défense lyonnaise à 10 contre 11, c'est pas possible de défendre comme ça. T'as un mec qui est tout seul au deuxième poteau, ça devrait pas exister. Par un match qui a pas mal de réussite aussi sur ce but-là. Parce que non, mais la frappe, elle est topée, mais il est tout seul. T'as raison, il défend très mal. Il y a un axe, il n'y a pas de défenseur de ce côté-là. Mais il n'y a pas de tout à jeter quand même dans le match des Lyonnais hier, parce qu'au début, quand même, je trouve qu'ils ont mis de l'intensité dans le pressing, ils allaient les chercher, ils avaient la bonne agressivité, je trouve. Le tournant, c'est le pénalty raté par la Gazette. Le pénalty raté, c'est aussi. Non, c'est pas le tournant, parce qu'ils égalisent après. Le tournant, c'est le carton rouge déjà. Si tu marques. Ouais, mais à ce moment-là, je trouve que même après. Après le carton, ils le gèrent pas trop mal, ils mettent de l'intensité, ils vont chercher les Marseillais, tu dis que c'était scolaire, etc. Oui, mais c'est normal. Il y a la bicyclette, bien sûr que c'est normal. Non, je vais te dire. Ils ont juste pas marqué, c'est un peu le commentaire de l'après-match, ils sont pas marqués au moment où il aurait fallu. Il y a eu le match Monaco-Barcelone où il y a eu la même chose en Ligue des Champions. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que Hutter de Monaco, à la mi-temps, il sort un défensif, il fait rentrer un offensif en plus. Et en fait, j'attendais de voir ce que Lyon allait faire. Il n'a pas fait ça, Sage. Il est resté sur la même base. Et on va rester, Alexis, on va parler de l'OL tout à l'heure, on va rester sur l'OM. Le match a basculé côté Olympia grâce à l'entrée décisive de 3 remplaçants. On parlait des choix tactiques des coachs. L'entrée de Paul Lirola, Ulysse Garcia et Jonathan Rouet, buteurs donc tous les 3. On va écouter l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi en conférence de presse. Prêtez l'oreille, messieurs. Il connaît déjà quelques mots en français. Abbiamo fatto una grande partita di mentalità, di coraggio, come dite voi, di cui... Jonathan, qu'est-ce qu'il apporte, Roberto De Zerbi ? Déjà une connaissance footballistique, tactique impressionnante. D'abord, il captive les joueurs. Quand De Zerbi arrive
À Marseille, tu sais que tous les joueurs vont être derrière, vont être à l'écoute, et c'est une chance pour nous d'avoir un joueur de coach en France. Donc, il apporte une expérience. C'est presque inattendu. C'est inespéré même. C'est évidemment. Mais c'est extraordinaire. Il avait déjà refusé, je crois, Marseille. Il me semble qu'ils avaient Marseille. Longoria avait déjà voulu le prendre, mais il avait dit non. Exactement. Et apparemment, il aurait refusé des gros clubs pour venir à Marseille cette année. Mais au-delà de ça, il apporte justement cette fougue, cette énergie. Et on sait que Roberto De Zerbi, il est complètement fan du football offensif. On sait qu'il préfère perdre un match 5-4 que gagner 1-0. Et bon, on l'a encore vu hier où il pousse ses joueurs. Et bon, il fait déjà un coaching incroyable en mettant 3 remplaçants, 3 buteurs. C'est exceptionnel. Mais en tout cas, voilà. Et on a pu voir même l'image à la fin quand tous les joueurs. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. Tous les il se joueurs. passe quelque chose. Il se passe quelque chose, clairement. Sur le but de la victoire, exactement comme dit magnifique Benjamin, image. il se passe un truc. Tout le monde saute sur lui, il y a une vraie cohésion. C'est ça qu'il apporte, et c'est pas que un gueulard comme l'était Gattuso où il y avait peut-être moins de choses sur le terrain. Autre niveau. Et là, t'as un meneur d'hommes comme pouvait l'être un Gattuso, mais sur le terrain, tu sens que c'est quelqu'un qui apporte énormément. Et tout le monde est derrière lui. Il se passe vraiment quelque chose. Et en fait, c'est marrant, à Marseille, on voit ça. Pour que ça marche à Marseille, il faut qu'il y ait. Il faut une personnalité comme ça. Il faut qu'il y ait cet amour, il faut qu'il y ait cette fusion. S'il n'y a pas cette fusion à Marseille, ça ne peut pas marcher. Tu as déjà rencontré, Jonathan, un entraîneur dont le niveau tactique est reconnu, peut-être pas à ce niveau-là. Est-ce que dans les discussions, alors je ne sais pas si c'est le cas déjà, mais le cas échéant, est-ce que ça a un impact aussi sur la manière dont on discute avec lui, avec son joueur, sur ses performances, sur son positionnement dans l'équipe, ça place les discussions entre agents et équipe dirigeante à un autre niveau? Alors j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de coachs de très haut niveau dans mon métier. Maintenant, alors les discussions qu'on a nous avec les coachs et les discussions que les coachs ont avec les joueurs sont très différentes. On n'est pas là, nous, pour remplacer un coach quand on parle, nous, avec un joueur, ou je ne suis pas là pour donner des conseils à un coach. Il connaît le football, il maîtrise son sujet. Est-ce que vous lui demandez avant de signer, par exemple, où est-ce que vous comptez mettre mon joueur? Quelle serait sa place, positionnement préférentiel, par exemple? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours une discussion entre le joueur et le coach. D'accord. Pour qu'il puisse justement discuter de tous ces sujets-là, comment il le voit, ou quel poste il le voit, quelles sont ses qualités qu'il a, quels sont les défauts qu'il a. Donc on fait en sorte toujours qu'il y ait une discussion entre le joueur et le coach. Mais pas en votre présence? Ça peut être en notre présence, ou ça peut être aussi parfois par téléphone. Ils s'appellent, ils discutent 10 minutes, c'est un quart d'heure, et il y a un échange toujours très positif. Et je conseille de le faire à chaque transfert. Est-ce que ça peut être la présence d'un coach de ce niveau-là sur un banc? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut contribuer à pousser un joueur vers ce club, même si, par exemple, ses émoluments seraient inférieurs à ce qu'on tu parles de Rabiot, là. Tu parles de Rabiot, là. Par exemple, à ce qu'on pourrait lui proposer ailleurs? Écoutez, je vais aussi écouter l'expérience de Jonathan. Le coach, c'est sûr que le coach, c'est la première personne qu'on identifie dans un club quand t'es joueur. Quel est le coach, quelle est sa tactique, quelle est sa façon de jouer, qu'est-ce que je peux apporter. Donc évidemment, quand tu as un coach comme De Zerbi, tu sais qu'il va t'apporter quelque chose et tu sais qu'il va t'apprendre quelque chose, parce que aussi les joueurs sont là pour être développés. Alors Rabiot, c'est un autre niveau, il est champion du monde, je sais pas où c'est un autre niveau, mais évidemment que ça joue. Évidemment, surtout qu'un coach, il a besoin de t'entraîner, il a besoin de te captiver. Aujourd'hui, en France, on va revenir encore sur la France, on souffre, je pense, que d'une génération de coachs un peu vieillissante. Il y a toujours les mêmes noms qui reviennent, il y a toujours, dès qu'il y a un coach viré, c'est toujours les mêmes anciens qui sont tout de suite cités. Il faut du renouveau. C'est un peu ce qu'avait dit Pablo Longoria, ça lui avait valu beaucoup de critiques à un moment donné sur la culture des coachs un peu déficiente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs de l'étranger qui viennent. Cette année, on a eu Gattuso, Grosso. C'était pas une très grande réussite pour le coup. Alors forcément, il y a eu Sergio Conceição à Nantes à l'époque. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a Lucas Elsner, même s'il est considéré comme français, Will Steele. Il faut... Ça fait partie des nouveaux coachs qui apportent quelque chose. Il faut donner... Français. Oui, il est français. Lui, il est français. On parlait des étrangers, mais il faut... Je suis un peu le débat, moi. Il faut donner, pour moi, voilà, comme on veut tout le temps avoir le bon jeune joueur, il faut aussi avoir le bon jeune coach. Alors, on va rejoindre dans quelques instants un supporter marseillais, Raphaël, qui nous appelle de Marseille d'ailleurs. Encore un mot, on parlait des jeunes coachs. Tu suis avec Classico les intérêts, tu défends les intérêts d'Habib Beye. Comment tu juges son début de carrière de coach et comment tu imagines les 2 prochaines saisons pour lui? Alors, comme justement je parlais de la nouvelle génération, pour moi il représente complètement cette génération-là. Il a des idées, alors j'ai la chance de le côtoyer au quotidien depuis maintenant quelques années. C'est un coach avec des idées extraordinaires. Et pour moi, voilà, c'est une trempe de coach qui captive les joueurs. Quand il parle, quand il donne une consigne, quand il explique, c'est pas juste fais ça et tais-toi. C'est aussi parce qu'il a été joueur, ça joue?
la plupart ont été joueurs. Maintenant, c'est aussi une question de connaissance, de tactique, de technique, de savoir analyser le jeu, anticiper, on parlait de coaching, savoir faire un bon coaching au bon moment. C'est aussi beaucoup de management. On voit dans les séries proposées, notamment sur Amazon, les discours de Michael Arteta ou de Mourinho à Tottenham, Mourinho, avec Dele ou de Alli, Guardiola. par exemple. Il y a des techniques de prise de parole qui il faut pas lire certains dirigeants. Il faut être H24 avec 22, 25 joueurs de ton effectif tous les jours. Il faut gérer leur quotidien, il faut savoir si tout va bien dans leur vie, si tout se passe bien, savoir pourquoi ils s'entraînent mal, pourquoi ils s'entraînent bien. Donc, évidemment que la part du management est énorme, mais il faut bien évidemment allier ça à la connaissance footballistique et aussi beaucoup de caractère, beaucoup d'analyse. Et donc, Habib, pour moi, il a cette trempe. Pour vous donner un petit scoop, on a été en contact avec des gros clubs français, notamment Marseille, avant l'arrivée de De Zerbi, pour Habib. Et ça s'est arrêté où ? Ça s'est arrêté à 2 rendez-vous avec les dirigeants, Pablo Longoria, Mehdi Benassia. Et quand il y a eu la possibilité de faire De Zerbi pour Marseille, bon, forcément, De Zerbi, il a quelques années d'avance. Où est-ce que tu le vois dans 1 ou 2 saisons ? Forcément en Ligue 1 ? En Ligue 1, clairement. Pour moi, en Ligue 1, c'est une question de temps. Et je le vois beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs. Peut-être pas dans 1 an ou 2, mais dans le futur. J'avais entendu Habib parler, il parlait aussi beaucoup de la faculté de savoir s'entourer aussi. Pour un coach aujourd'hui, c'est aussi être un chef de staff avec avec De Zerbi d'ailleurs. Bien sûr, mais très tous impressionnant. tous les coachs aujourd'hui, ils arrivent avec des entraîneurs. On en parlait hors antenne de Thierry Henry en équipe de France Espoir. Aujourd'hui, c'est ça aussi, il faut bien choisir ton staff. La vision d'Habib justement à ce sujet-là, c'est être entouré avec un maximum de personnes possibles dans un staff. Lui, il considère que la réussite, c'est comme un staff de club de NFL. Le coach des avants, le coach des arrières, le coach pour les coups de pied arrêtés, le coach pour les remises en jeu de touche. C'est accepté facilement par les dirigeants de club en Ligue 1 ? Non, parce qu'il voit économie. Donc, alors, adjoint numéro 1, c'est obligatoire. Adjoint numéro 2, c'est mieux. Entraîneur des gardiens, préparateur physique, ça, c'est le strict minimum. Et c'est en règle générale, en France, c'est ce qu'on accepte. Mais si on veut réussir, si on veut performer, si on veut être vraiment les meilleurs, regardez, en Angleterre, les staffs sont surchargés. Les spécialistes des coups de pied arrêtés, Bien sûr. spécialistes de tout. Et c'est dans très peu de clubs. Et c'est très peu de clubs en France encore. Qui sont d'ailleurs souvent français et qui partent en Angleterre. Ouais. Allez, on rejoint Raphaël qui nous attend sur la canebière. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Steve. Bonsoir. Merci de nous rejoindre Raphaël. J'espère et j'imagine que ça va très bien. Ça va super bien. Mais j'écoutais attentivement l'agent qui était sur le plateau, c'était super intéressant. Vous lui avez demandé s'il n'avait pas quelqu'un sous la main pour vous faire gagner la Ligue des Champions ? Qui c'est, nous ? Le Paris Saint-Germain ? Il n'y a pas de supporters du Paris Saint-Germain autour de la table. Je ne révélerai rien. C'est local. Tu le sais bien que j'ai toujours l'habitude un peu de taquiner en tête de ballon. Ça va super bien. Nous, dans le Sud, ça va super bien. On a passé une soirée exceptionnelle. Alors, vous allez être champion, l'OM, ça y est, vous êtes parce que la semaine dernière, on avait un supporter marseillais qui s'était bien emballé. Ouais. Alors, on en est où là en termes d'emballement là cette semaine ? Mais alors, en termes d'emballement, ici, c'est une spécialité locale. C'est-à-dire là, on imagine déjà presque qu'on est champion, mais dans 2 défaites, on est relégable. Ça va, t'es lucide quand même. Ça va super, super vite. Mais hier soir, on passait une soirée improbable. C'est-à-dire qu'à la 4e minute, quand Balerdi nous fait une petite rechute il y a 2 saisons, que déjà quand on voit Monsieur Bastien, quand on voit l'ambiance, on se dit bon, ça va être compliqué. Et après on a réussi à tenir plus ou moins, limiter la casse en première mi-temps. Et après on a une chance, Lyon qui fait. Est-ce que tu es surpris par les performances positives et assez rapides finalement de cette équipe-là au bout de 5 matchs, ça tourne déjà très bien. Alors hier, on n'a pas vu un grand match de l'OM, mais bon, la situation a fait que c'était difficile de voir un grand match. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est la grinta, la mentalité que parfois manquait l'année dernière. On retrouve des joueurs que les 3 buts viennent de 3 joueurs qui étaient un dans le loft et 2 autres sur le banc. On pensait même plus qu'ils étaient à l'OM, donc c'est bien significatif. Et puis il y a une grinta des joueurs comme Neil Mopé, comme Ross. C'est pas des joueurs qui sont titulaires, mais quand ils on pourrait aussi parler de Luis Enrique.
Qui n'a pas été extraordinaire hier, où il a fait une passe ici. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est Højbjerg. C'est un taulier, on dirait qu'il est là depuis des années. C'est Enrique dans le sens où l'année dernière, il n'avait pas été extraordinaire en deuxième partie. Et Rouli, t'as raison, Rouli, super bonne prise. Nous, on a eu Paul Lopez l'année dernière qui, sa spécialité, c'était de prendre les buts au premier poteau, donc ça nous fait tout bizarre d'avoir quelqu'un qui arrête des pénaltys, sur les 5 premières journées, incroyable. Même Rongier, il revient de loin, mais même tous les remplaçants. Højbjerg exceptionnel, on a hâte que Rabiot arrive, qu'il soit titulaire et qu'il marque en pro le 27 octobre. Tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est calculé. Non, mais cette équipe fait vraiment plaisir à voir. On sent qu'il y a une vraie... Et depuis des matchs comme ça, c'est fédérateur, ça crée vraiment une cohésion d'équipe. Quand on voit la joie dans le vestiaire en fin de match, ça crée vraiment, parce que... Ça se sent aussi dans les rues, notamment les soirs ou les jours de match. Oui, il y a un vrai engouement, mais encore une fois, il faut vraiment rester calme. Il n'y a eu que 5 journées. Bon, c'est pas la spécialité marseillaise d'être calme autour des performances du club. Non, mais j'essaie de me convaincre en le disant, mais moi j'y crois pas. C'est sûr que Marseille, il y a un super... il y a une hype et que on sent pas que on sent qu'ils vont jouer l'Europe, quoi. Ils vont jouer l'Europe, c'est un avantage. À part le poste d'arrière droit où on peut un peu se demander, mais l'équipe elle est cohérente. On a un gardien, on a des bons défenseurs. Si on a un milieu Højbjerg, Rabiot qui est quasiment, pour moi personnellement, un des meilleurs milieux du championnat, Wai, Mopé, Greenwood qui fait un début de saison incroyable, Enrique qui revient, on ne sait même pas d'où il revient, Harit qui retrouve son football, donc on a tout pour s'emballer. Maintenant, il n'y a pas une petite point d'interrogation sur Wai, qui n'a pas encore été très bon hier. Le problème, il est jeune, il a une énorme pression, on lui a fait, les supporters lui ont fait directement comprendre qu'ils avaient entendu ses déclarations sur l'OM il y a quelques années, et donc c'est vrai qu'il va avoir du mal à supporter la pression. Il était à Montpellier où on lui demandait quasiment pas grand-chose, puis il a joué directement en Lens avec des champions, et là, c'est encore en termes de pression un niveau au-dessus, mais il a la chance d'avoir une doublure qui fait que si jamais ça va pas, il va pouvoir, mais moi, je pense que si on lui laisse un peu le temps, ce qui à mon avis il n'aura pas. Mais en tout cas, en parlant de Wai, justement, il y avait une image assez marquante hier, à la fin du match, où il sort à la mi-temps. Il fait pas un super match, mais on voit que c'est le premier à célébrer avec les coéquipiers, monter sur la table, chanter, danser. T'as raison. Exactement. Et ça montre justement ce côté fédérateur, ce côté très vraiment groupe soudé de ce club de Marseille, du travail que fait De Zerbi. Et franchement, c'est... Et puis hier, à 2-2, honnêtement, on signait. Hier. Évidemment. C'était improbable. Mais le troisième but, c'était incroyable. En fait, les bonnes nouvelles, c'est qu'après, on passe des bonnes semaines. Voilà. Tout le monde à Marseille, ce matin, est de bonne humeur. Tout le monde était agréable, souriant. Il y a un copain qui a fait un paddle, qui a perdu, mais il était content. Tout le monde souriait. Tout le monde est content dans la ville. C'est vraiment... C'est très agréable. Mais non, on y croit un petit peu. On va attendre un petit peu pour s'enflammer. Mais Alexis, moi j'ai une question pour Jonathan, justement, par rapport à Wai. Quand t'es l'agent de Wai qui part donc de Montpellier à Lens, ce qui est déjà un cap pour lui avec la Ligue des Champions, qui réussit moyennement sa saison, on va dire. Et là, il y a Marseille qui le demande. Est-ce que, dans l'évolution de sa carrière, c'est le bon choix pour lui, ou est-ce que, quand t'as un club comme Marseille, peu importe, tu peux pas refuser? Quand t'es agent de Wai, parce que c'est quand même... C'est dur de refuser Marseille, surtout avec ce projet-là, avec un coach comme ça, que tu sais que le coach va jouer à mort pour l'offensif. Mais non, c'est une évolution pour moi. Tu évolues, même si tu fais pas la Champions League alors que tu l'as fait l'année dernière. Ça reste pour moi un club aujourd'hui. C'est une évolution, mais t'as pas passé quelque part le palier Lens, tu l'as pas vraiment passé. Alors, c'est relatif, parce que est-ce que c'est un échec, Lens? Il a marqué quasiment 15 buts, quoi, quand même. Est-ce que c'est à la fin? J'ai pas eu. À Montpellier, il marquait. On a l'impression non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Lens, t'as pas l'impression qu'il a passé le cap. Moi, je pense que si on regarde les stats, il a pas fait des moins bonnes stats à Lens qu'à Montpellier. Il faut regarder, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense qu'il a 15 buts. Je crois qu'il a. Notamment en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il a marqué dans des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Ce qui est pas mal. Donc... Oui, il a fait une match Arsenal à Lens. C'est pas mal. C'est pour ça que j'appelle pas ça un échec, Lens. Je dis pas que c'est un échec, mais quelque part, t'as l'impression qu'il a pas. Pour moi, c'est un bon step. C'est un bon step, qui a des qualités. Il est jeune, faut pas oublier qu'il est très jeune. Faut attendre un peu, il vient d'arriver. Non, mais est-ce que justement, c'est ça que je veux dire, est-ce que par rapport à son évolution. Mais tu peux pas aller en dessous aussi, c'est ça qui est compliqué, il faut comprendre. Tu peux pas te passer de Montpellier à Lens et d'aller à Lens faire un prêt à Angers, par exemple. Non, mais rester à Lens pour encore continuer 2-3 ans. Tu as une opportunité comme ça, avec un projet comme Marseille. Tu dois y aller. Et Lens avait besoin d'argent par ailleurs. Exactement. Raphaël, j'imagine que tu as hâte, comme toute la ville, de voir débuter Rabiot
Adrien Rabiot. Oui, vraiment, on a hâte. C'est une excellente surprise. Moi, qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe qui tourne déjà bien au milieu de terrain, notamment autour de Højbjerg? Moi, ce que j'aime bien chez Rabiot, déjà sa solidité défensive comme Højbjerg, mais j'aime bien ses passes verticales, celles qui transpercent un peu et qui vraiment, et puis surtout ça frappe de loin. Il frappe beaucoup, Rabiot frappe beaucoup de loin et c'est souvent décisif. Et puis voilà, le fait qu'il soit un ancien Parisien aussi, ça on aime bien parce que la manière dont c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah oui, surtout de la manière dont c'est parti. Donc je vous ai dit, c'est écrit. On s'appelle le 28 octobre. Il aura marqué le dimanche soir. Je vous l'écris dès à présent. Parmi les joueurs sous contrat avec l'agence Classico, il y a d'anciens joueurs marseillais. On en parlait un petit peu avant le début de l'émission, notamment Iliman Ndiaye qui est aujourd'hui à Everton après une saison mitigée l'année dernière. Pourquoi a-t-il choisi de quitter le club et est-ce qu'il y a une part de déception? On demandera ensuite l'avis de Raphaël sur... Iliman est arrivé à Marseille avec beaucoup de bruit autour de lui. C'était un petit de Marseille, c'était son rêve d'arriver à Marseille. On se souvient de la vidéo. La vidéo qui a fait, voilà, tout le monde parle de cette vidéo. Peut-être qu'il a mis beaucoup trop de pression aux joueurs. Pardon ? C'est la seule chose qu'il a fait de la saison. La vidéo, elle a gardé un charme. Ok, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a été en Angleterre la plupart de sa vie. Sa femme est anglaise, donc le temps d'adaptation à Marseille est difficile, pour dire la vérité. Il a quand même montré de la qualité, même si tout le monde attendait plus, nous aussi, et lui aussi d'ailleurs, le premier. Il espérait que ça se passerait mieux que ça. Il s'est mis trop de pression, lui ? Je pense. Ouais. Il y a eu beaucoup de pression autour de lui. Beaucoup de pression. Je plaisante, bien évidemment. Après, tout le monde ne sait pas aussi il y a une vie personnelle à côté, que sa femme n'a pas réussi à s'adapter. Donc, quand tu rentres le soir, tu sais qu'il y a une pression à la maison qui est négative. Donc, ça aide pas un joueur à s'installer, à être bien dans sa tête. Il y a eu l'opportunité d'aller en Première Ligue à Everton. Ça a arrangé un peu tout le monde. Marseille aussi, qui avait besoin de vendre aussi un peu de joueurs. Ça se passe comment là-bas pour lui ? Il a marqué ce week-end. Donc, moi, je plaisante. C'est un joueur que j'aimais bien, mais je pense que voilà, il n'a pas eu certains joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation. Je pense que cette année, il aurait pu faire une très grosse saison avec Marseille. Mais il va la faire avec Everton, c'est pas grave. Le vrai exemple, c'est Enrique. Enrique, il a mis quasiment 2 ans et demi avec les départs 6 mois au Brésil. Et aujourd'hui, certains joueurs ont besoin de temps d'adaptation. Malheureusement, il y a des postes qui sont... Balerdi, il a mis 2 ans à trouver... Voilà. Et c'est vrai que les postes offensifs comme Ndiaye, dans une saison très compliquée où on avait beaucoup de mal, malheureusement, il n'a pas eu ce temps. Mais déjà, pour un joueur étranger, de venir s'adapter dans un pays étranger comme la France, c'est difficile. Mais alors, à Marseille, c'est puissance 10. Puis là, pour Balerdi et pour Luis Enrique, c'est un changement de continent aussi. C'est pas... Balerdi, ça a mis du temps avant que ça marche. C'est vrai. Jonathan, pour terminer sur ces anciens joueurs marseillais qui sont ailleurs. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. Tu nous quittes, alors merci à toi, bonne soirée, à la prochaine. Au moins, rendez-vous le 28 octobre. Au moins, ça c'est sûr. Pour le CSC de Rabiot. Ça dépend du score. En fonction, je ne réponds pas. Un mot sur Bamba Dieng qui est aussi sous contrat avec Classico. Il est à Angers. Il aurait pu aussi poursuivre à l'époque son parcours à l'OM. C'est une déception parce que ça démarrait bien pour le coup. Ça démarrait bien. Après, on n'était pas ses agents à l'époque de Marseille. D'accord. Nous, on est devenus ses agents à l'époque de Lorient. Donc, je ne peux pas te parler du passé. Ce que je peux te parler, c'est qu'il a beaucoup de qualité et qu'il a déjà marqué en Ligue 1 avec Angers. Alors, certes, c'est sûr que quand tu es attaquant de Marseille et que ça se passe bien au début et que je ne sais pas ce qui s'est pu se passer parce que, voilà, comme je te dis encore une fois, ce n'était pas nous. Mais c'est évident, quand tu passes de Marseille à Lorient, tu sais que tu aurais pu faire mieux, tu sais que tu aurais pu réussir de façon différente. Mais en tout cas, ça lui a permis notamment d'avoir une notoriété et être aujourd'hui un avançant de Ligue 1. On va clôturer sur l'OM en revenant sur la polémique autour de Mehdi Benassia. Le Conseil national de l'éthique a décidé cet après-midi de saisir la commission de discipline de la LFP suite aux emportements et, je cite, aux théories complotistes. Ce sont les mots du Conseil national de l'éthique du conseiller sportif de l'OM hier soir. Pendant le match et en particulier à la mi-temps, Mehdi Benassia qui a été interrogé par nos confrères de DAZN. En fin de match, on l'écoute. Je ne suis pas surpris. Quand j'ai vu, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, j'étais pas bien déjà, bien sûr. J'étais pas bien, oui. L'année dernière, je m'en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n'invente rien. Je regarde les images comme tout le monde. Benjamin, tu avais démarré en introduction, à mon avis, tu peux pas dire ça. Ni tu peux te comporter comme ça dans le vestiaire, ni tu peux dire ça après. Parce qu'effectivement, pour reprendre les termes de l'équipe, théorie complotiste, il dit Monsieur Bastien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bastien est contre l'OM ou veut faire perdre l'OM, ou les instances arbitrales veulent faire perdre l'OM.
À mon avis, quand t'es un dirigeant de ce niveau-là, tu peux pas t'exprimer comme ça. Mais bon. Jonathan et Alexis sur. Moi, je pense qu'il faut des mecs comme ça. Il faut des mecs comme ça. Il faut mettre la pression, c'est ce que faisait Jean-Michel Aulas notamment. Il faut. Alors, il y a la forme peut-être aussi. Exactement. Il y a la forme. Dans le vestiaire, il y a quelque chose de physique aussi. C'est-à-dire que t'es dans les vestiaires, tu cries, tu vois, t'es physiquement sur l'arbitre. Tu peux pas faire ça. J'entends ce que tu dis. Comme à l'époque avait poussé Leonardo. Ça n'existe pas ça. Mais il faut des mecs un petit peu aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui apportent un peu de folie. Il en faut. Un peu de passion aussi. Complètement. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il faut aussi un petit peu montrer un peu d'envie, un peu de dire ce qu'on a envie de dire. Mais il faut se mettre aussi 3 secondes à la place des arbitres français où c'est terrible d'être arbitre. C'est devenu une mission impossible parce que si tous les dirigeants se mettent à faire ça, t'es mort. Mais t'as la VAR, t'as quand même aujourd'hui plein d'outils. Oui, mais ils peuvent se tromper quand même. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils se trompent hier? En fait, ils gueulent sur quoi, sur la première faute de Lacazette. D'accord, mais il y a 2 fautes. Non, attends, tu parles de quoi? Il parle du carton rouge? Oui. Et je crois le carton rouge de Balerdi. Oui. D'accord, mais il y a 2 fautes, non? C'est sévère, c'est pas sévère. Il y a 2 fautes. Il considère que Lacazette fait faute avant que Balerdi ne la fasse. D'accord, la VAR a pas appelé l'arbitre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 2 fautes, voilà. Tu trouves ça sévère, pas sévère. Et surtout que sur ce type d'action, c'est souvent l'attaquant qui est quand même protégé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une vraie faute de Balerdi parce que s'il passe Lacazette, il y a une vraie occasion de but. Ce qui fait le jaune, c'est pas la faute en elle-même, c'est juste où elle est située. Est-ce que ça. Si ta faute avant de Lacazette. Non, mais si tu laisses faire. Non, c'est pas des vraies fautes, c'est des tirages. Toujours, je te laisse ça. Ça, à mon avis, c'est les excès négatifs. Si tu laisses faire ça, c'est la porte ouverte encore une fois, voilà, et la direction de l'arbitrage derrière, c'est impossible. Ça veut dire que tu vas faire comment Bastien? C'est-à-dire Bastien, tu mets une croix maintenant, il peut plus arbitrer l'OM à cause de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que par ta réaction, tu influences directement ce qui se passe sur le terrain, c'est pas possible. Comment tu peux remettre Bastien face à l'OM le match demain? Bon, tu fais comment? Ça met un peu de passion, ça met un peu de... Ouais, mais la passion, tu l'as l'as sur le terrain, mais correct. Ça suffit avec le politiquement correct. Messieurs, c'est demandé par Benjamin, on enchaîne.